Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 94e épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel on va parler de quelques-unes des sorties, alors pas de cette semaine, mais plutôt des dernières semaines, puisque ça doit faire 3 semaines qu'on n'a pas eu une émission normale, entre guillemets. Alors ceci dit, on a quand même un mois de mai qui est super calme niveau comics. Il y a peu de sorties, il y a peu de choses passionnantes, et puis les titres les plus attendus de pas mal de monde en tout cas. Autrement dit, les titres d'ici Absolute, ce sera pas avant le 30 mai. En attendant, il y a quand même des choses qui sont sorties, et on va en voir quelques-unes. Avant ça, de quoi je ne vais pas parler cette semaine? Eh bien, je ne vais pas parler de Watership Down, l'adaptation du roman de Richard Adams par James Sturm et Joe Sutphin, qui est paru chez Monsieur Toussaint Louverture. Je vais pas en parler parce que, pardon, je l'ai pris seulement vendredi dernier, et j'ai à peine commencé à mettre le museau dedans. Il est sorti le 25 avril, et comme vous le voyez, le bouquin en lui-même est assez magnifique, donc j'en reparlerai prochainement. Peut-être dans une vidéo dédiée, on verra comment je m'organise. Je ne parlerai pas non plus du Rogue Trooper de Garth Ennis et Patrick Goddard, qui est sorti le 7 mai chez Delirium, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore récupéré. Ça, ce que je vous montre, c'est la période où Rogue Trooper était dessiné par Steve Dillon entre 1986 et 1989. Alors là encore, j'en ferai peut-être plutôt une vidéo dédiée quand je l'aurai, parce que ça pourrait être intéressant de revenir sur l'histoire de ce personnage qui est totalement inconnu en France, mais du coup ça risque d'être un peu plus long dans le cadre d'une semaine en comics. Là encore, voilà, on verra. Du coup, de quoi vais-je vous parler? Eh ben, on va commencer par la nouveauté de la semaine. La seule en ce qui me concerne, c'est Origin, paru chez 404 Graphiques et signé par tout un tas de monde, sans doute un peu trop d'ailleurs. Alors, disons que c'est écrit par Clay McLeod Chapman et que c'est dessiné par Jakub Rebelka et mis en couleur par Patricio Delpech, qui fait un boulot assez splendide. Je cite trop rarement les coloristes, mais là, franchement, c'est obligé. Et puis, on a aussi un trio qui est crédité pour la création d'Origin, Arash Hamel, Lee Toland Krieger et Joseph Oxford, qui, alors, j'ai regardé vite fait, visiblement, c'est des producteurs, scénaristes, réalisateurs. Est-ce que ça veut dire que Origin était, à l'origine, un projet prévu pour le cinéma, qui est devenu ensuite un comic book, faute de financement? Je n'en sais fichtre rien. Et même dans ce contexte, d'ailleurs, je sais pas trop ce que « créé par » veut dire. Est-ce qu'ils ont coécrit le scénario original? Est-ce qu'ils ont juste pitché en l'air quelques idées que Clay McLeod Chapman a été chargé de mettre en forme? J'en sais rien. Mais, quoi qu'il en soit, Origin, c'est de la science-fiction post-apocalyptique, qui est quand même, grosso modo, le genre de science-fiction qui m'intéresse le moins. Et Origin se déroule sur une Terre où l'humanité a disparu. Totalement. Elle a été entièrement éradiquée par une intelligence artificielle qu'elle avait bien évidemment créée, mais pas vraiment dans ce but non plus. Et dans les premières pages de cet album, on va visiter ce monde désert où la nature a repris ses droits sur les ruines de l'ancienne civilisation, et ça permet d'emblée de poser l'ambiance de ce récit, et puis surtout de profiter en grand format des planches de Jakub Rebelka, encore une fois, superbement mises en couleur par Patricio Delpech. Et puis, on va rencontrer un humain, ou peut-être deux, et on va même assister à la naissance de cet humain, qui s'appelle David Adams. Ouais, bonjour la référence biblique. Et donc, David, c'est le premier humain né sur Terre depuis
depuis un certain nombre d'années. Voilà, soyons pas plus précis que ça. Enfin, alors, il n'est pas seul non plus, il y a aussi celle qu'il a accouchée, qui s'appelle Chloé, et dont on se demande dès le début qui elle est. Est-ce que c'est sa mère, sa nounou, sa garde du corps? Alors, dans un premier temps, Chapman, il se contente de poser la situation et les personnages, et les explications, elles arriveront plus tard. Ce qu'on comprend très vite, c'est que David est en danger, que l'intelligence artificielle qui a éradiqué l'espèce humaine, elle est toujours active, et que dans ce cadre, David constitue une anomalie qu'il faut éliminer. Et Chloé, elle est là en premier lieu pour le protéger. Mais le but de Chloé ne se limite pas à ça. La naissance de David a mis en branle quelque chose qui va prendre du temps pour arriver à maturation, et c'est ce qu'on va découvrir au fil de ce récit. Côté dessin, je trouve quand même le résultat assez splendide, alors, comme toujours avec Rebelka. Rebelka, c'est quand même un artiste qu'on commence à bien connaître en France. Il y a eu Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft, il y a eu Judas, tous les deux chez 404 Graphiques d'ailleurs, et il y a eu aussi chez Panini un tome de Cyberpunk 2077. Bref, Rebelka, ça a été une des révélations de ces dernières années, et chaque nouvelle publication ne fait que confirmer tout le talent du bonhomme. Côté scénario, là, je suis quand même beaucoup plus mitigé. Alors déjà, comme je le disais, le post-apo a quand même tendance à m'emmerder. C'est un sous-genre de la science-fiction qui s'est énormément développé ces dernières années, qui a même un côté écrasant quantitativement par rapport au reste de ce qui est publié. Et c'est un genre qui est quand même assez répétitif, et souvent assez peu inventif. Alors ici, Clay McLeod Chapman, il va traiter de différents thèmes. Il va parler de la place de l'homme sur Terre, de sa relation avec d'autres formes d'intelligence, de ce qui différencie ou pas une intelligence entre guillemets naturelle d'une intelligence artificielle, et puis la notion de libre arbitre, et à l'inverse celle de déterminisme. Alors bon, ces thèmes, surtout les derniers quand même, ce sont des thèmes qui ont beaucoup été traités par la science-fiction, et depuis longtemps. Et franchement, Origin apporte à peu près aucune nouveauté sur ces sujets. En fait, ça se contente de recycler des thématiques qui ont déjà été abordées par ailleurs, souvent mieux et souvent de manière plus approfondie. Et puis même, en fait, dans la dernière partie du récit, je trouve qu'on échappe à une certaine niaiserie dans le traitement du sujet. Mais en fait, il me semble que le ressenti qu'on peut avoir à la lecture d'Origin, il sera très différent selon qu'on est un gros lecteur de science-fiction ou pas. Si on a vu traiter ces questions qu'occasionnellement, au détour de quelques films ou quelques BD, ça fonctionne certainement mieux que si on a déjà beaucoup lu sur le sujet, auquel cas, bof. Et c'est un peu le même ressenti que j'avais avec un autre titre publié par 404, Arca, de Van Jensen et Jesse Lonergan, qui côté scénario se passait dans une arche stellaire, et qui pour moi était une collection de stéréotypes sans la moindre originalité vraiment sur le sujet. Et puis j'ai à peu près le même ressenti sur Origin. On va dire que je suis pas le public visé. Mais voilà, il y a les planches de Rebelka et Delpech, et j'avoue, c'est juste pour elle que j'y suis allé. Et ça vaut d'autant plus le coup que l'édition. Alors, comme toujours avec 404 Graphiques, l'édition, elle est assez sublime. Le format, le papier, tout ça est assez parfait. Donc voilà, à vous de voir si Origin est susceptible de mieux fonctionner pour vous que pour moi.
Je pense que c'est vraiment fonction de la sensibilité et du bagage de chacun. Quoi qu'il en soit, Origin de Clay McLeod Chapman et Jakub Rebelka est sorti chez 404 graphiques. 156 pages, format 22 par 32 cm. Traduction de Philippe Touboul au prix de 24,90 €. On reste dans la science-fiction, mais dans un registre très différent, avec Exo-Manowar Invaincu de Becky Cloonan, Michael Conrad et Liam Sharp chez Bliss Éditions. Alors, c'est la dernière mini-série Exo-Manowar en date, qui est parue aux États-Unis l'an dernier chez Valiant. Alors, si vous ne connaissez pas du tout Exo-Manowar, il s'agit de l'histoire d'un Visigoth qui s'appelle Arik de Daci, qui, il y a plus d'un millier d'années, a été enlevé par des extraterrestres, et qui, pendant sa captivité, il a en quelque sorte fusionné avec une armure sentiente. Et puis, il a ensuite débarqué dans notre présent. Et en très gros, en fait, c'est tout ce qu'il y a à savoir avant d'attaquer la lecture de cet album. Alors, dans Invaincu, on va rencontrer une autre civilisation, une civilisation d'origine terrestre, mais qui s'est développée dans l'espace. Et il s'agit en fait d'anciens soldats romains qui, comme Arik, ont été enlevés par des aliens, qui se sont libérés, et qui ont développé une nouvelle civilisation, le Novus Romanus, qui mélange la culture romaine à d'autres cultures extraterrestres. Et le Novus Romanus, ils aimeraient bien mettre la main sur l'armure d'Arik. Et donc, cette mini va raconter leur affrontement. Et c'est plutôt pas mal, mais avec quand même un certain nombre de réserves pour ma part. Alors, déjà, parlons du dessin de Liam Sharp. Bon, c'est un dessin assez particulier, très numérique, avec un gros travail sur les couleurs et sur les effets de couleurs. Ça donne quelque chose souvent d'assez beau, mais aussi d'assez statique, ce qui, quand même, pour un récit d'action, est peut-être pas l'idéal. Disons que je le trouve plus convaincant pour poser une ambiance que pour rendre les scènes de combat. Mais il y a quand même vraiment de belles choses. Côté scénario, l'histoire tient plutôt bien la route, mais malgré les quelques particularités qui sont liées au cadre de ce récit et à la nature des adversaires de Exo-Manowar, on a quand même l'impression d'avoir lu ça 1000 fois. Et puis, alors les dialogues, ils sont à la fois très ampoulés et quand même bourrés de clichés. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. En fait, comme pour Origin, même si c'est dans un genre très différent, c'est un titre que je trouve plus intéressant pour sa proposition graphique, avec ses qualités et ses défauts en l'occurrence, plutôt que pour son scénario. Voilà, donc Exo-Manowar Invaincu de Becky Cloonan, Michael Conrad et Liam Sharp est sorti le 11 avril dernier chez Bliss Éditions. 144 pages, format 21 par 32 cm, traduit par Florent de Gletagne et vendu 25 €. On reste encore 2 minutes dans la science-fiction, le temps de dire 2 mots d'Alien Romulus de Zach Thompson et Daniel Picciotto chez Panini Comics. Alors ça, c'est le petit volume inédit qui était offert pour l'achat de 2 tomes d'Alien. Alors évidemment, dans ces conditions, le plus dur, c'était de trouver 2 tomes d'Alien qui vaillent le coup d'être achetés, parce que ce que Marvel a publié depuis qu'ils ont récupéré la franchise, c'est quand même franchement de la drouille. Alors, en même temps, c'est ni pire ni meilleur que ce qu'on trouvera dans les pages de cet Alien Romulus, c'est-à-dire qu'en gros, c'est à peu près aussi mauvais. Et c'est-à-dire, c'est pas la faute à Panini, hein, qui en plus a quand même édité pour l'occasion un chouette petit bouquin. Enfin,
petit par la pagination, mais c'est quand même du format 19 par 28 cm, donc ça revient du format Deluxe. Donc franchement, ouais, l'objet en lui-même, il est très joli. Mais par contre, voilà, à l'intérieur, c'est quand même une autre histoire. Mais en même temps, eh ben, c'est quand même tout à fait représentatif des titres aliens que Marvel publie. Scénario médiocre, dessin médiocre, et puis surtout intérêt proche du néant. Alors je dis pas qu'il n'y a pas là-dedans un ou deux bouts d'idées qui, s'ils avaient été bien développés, auraient pu être intéressants. Mais bon, là sur la longueur du récit, il n'y a pas la place pour, et puis de toute façon, Zack Thompson, il essaie même pas de les développer. Et puis, côté dessin, Picciotto, c'est quand même le genre d'artiste qu'on croise dans quantité de titres Marvel actuels, qui est dans un style vraiment très impersonnel et sans une once d'originalité. Et ça s'inscrit juste dans l'espèce de bouillie graphique anonyme qui constitue le tout venant de la production Marvel actuelle, mais avec en plus ici un storytelling quand même assez approximatif. Bref, c'est Alien Romulus, c'est gratuit, et franchement, ça vaut pas plus cher. Est-ce que j'ai décidé d'être ronchon jusqu'au bout de cet épisode ? Eh bien, non. Parce qu'on va parler maintenant de mon coup de cœur du moment, c'est Miles Davis et la quête du son de Dave Chisholm, qui est paru fin avril chez Glénat. Alors, avant toute chose, je dois préciser que j'écoute à peu près pas du tout de jazz, ou alors vraiment très très peu. Mais du coup, j'en ai quand même écouté en lisant ce bouquin et en préparant cette vidéo, parce que en fin de volume, on a un QR code qui vous permet d'accéder directement à la playlist de cet album. Et bon, Miles Davis, même si on s'intéresse pas au jazz, c'est forcément un nom qu'on a déjà entendu, ne serait-ce que voilà, qu'on connaît pour un titre par-ci par-là, pour la BO d'Ascenseur pour l'échafaud, le film de Louis Malle, ou alors pour quelques titres de l'album Toutou au milieu des années 80, ou je sais pas, pour sa reprise du concerto d'Aaron Ruiz. Mais à un moment ou un autre, à partir d'un certain âge au moins, je pense, on est forcément tombé un jour ou l'autre sur sa musique. Et surtout que, sa carrière, elle s'étend quand même sur quasiment un demi-siècle, dans un milieu quand même où ces artistes les plus doués, ils avaient souvent tendance à mourir vachement jeunes, et donc la carrière de Miles Davis, au contraire, elle a suivi l'évolution du jazz au fil des décennies, et plus que de la suivre et d'y participer, en fait, Miles Davis, il a quand même souvent, c'est lui qui a donné son essor à cette évolution. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'aimer la musique de Miles Davis pour apprécier ce graphic novel. Parce que Miles Davis, c'est aussi une vie qui est quand même assez folle. C'est un personnage qui a été pris dans une espèce de spirale d'autodestruction pendant toute une partie de sa vie. C'était quelqu'un de totalement obsessionnel. Et pas que dans la musique, c'était une personnalité addictive, qui était accro aux drogues, qui était accro aux femmes, et qui d'ailleurs en règle générale se comportait avec elle comme le dernier des trous du cul. Et ici on a le récit qui est à la première personne. Dave Chisholm, en fait, il est allé rechercher les propos de Miles Davis lui-même dans son autobiographie, ou dans les interviews qu'il a pu donner tout au long de sa carrière, et c'est donc la voix de Miles Davis qui nous accompagne, mais ça donne malgré tout un portrait lucide et quand même souvent franchement peu flatteur du personnage, mais toujours passionnant. Et puis surtout, il y a la manière dont Dave Chisholm met en scène cette biographie, et comment il va donner à voir la musique de Miles Davis. Et ça commence en fait dans une des toutes premières scènes du bouquin, alors que Miles c'est encore qu'un gamin, qu'il est seul au milieu d'une forêt, et que tout à coup il va avoir une expérience quasi mystique où il va entendre et voir une musique venue de nulle part.
Et ben, par la suite, Dave Chisholm, il va sans arrêt donner à voir la musique que joue Miles Davis sous une forme qui va varier en fonction de l'évolution de son style ou en fonction des musiciens qui l'accompagnent. Et il y a aussi tout un travail sur les couleurs qui lui aussi est assez formidable et qui participe à cette ambiance. Et par exemple, quand Miles Davis devient pour la première fois accro à l'héroïne, et que voilà, il se retrouve tout à coup plongé dans les ténèbres avec une espèce d'ambiance rouge et noire comme ça, et des ténèbres qui ont l'air de le cerner de toutes parts. Et ah oui, tiens, encore quelques pages plus tôt, on a une courte séquence comme ça, voilà, où il va comparer Charlie Parker à Salvador Dali. Et ben tout à coup, voilà, il emprunte le style de Dali et de ses montres molles. Et là, c'est le saxophone de Charlie Parker qui se met à fondre entre ses mains. Et le bouquin est bourré de trouvailles visuelles comme ça, et c'est franchement magnifique. Et c'est ce qui fait que, bah, au-delà de la biographie d'une icône du jazz, qui en soi d'ailleurs est déjà quand même assez passionnante, Miles Davis et la quête du son, c'est un comic book absolument formidable qui innove et qui invente sans cesse, qui cherche sans arrêt comme ça de nouvelles manières de donner à voir la musique, et ben au final, franchement, c'est un pur bonheur pour les yeux. Bref, que vous aimiez ou pas Miles Davis, que vous connaissiez même ou pas Miles Davis, je recommande vachement Miles Davis et la quête du son de Dave Chisholm chez Glénat, 160 pages au format 18 par 26 cm, traduit par Philippe Touboul, tiens, encore lui, au prix de 23 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, de temps en temps, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.